J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dr Ismaël Hassani. Je suis hépato-gastro-entérologue exerçant actuellement au Sénégal. Mais sur cette page, nous ne parlons pas que de la gastro-entérologie, mais nous abordons différentes questions, différents sujets de la santé avec les experts adaptés à chaque question. Ife, bonsoir. Et aujourd'hui, vous savez que c'est la journée mondiale du cœur. Et pour vous aider à mieux prendre soin de votre cœur, j'ai le plaisir de recevoir Dr Marina Kwesi, une brillante cardiologue. Et avec elle ce soir, nous parlerons de l'hypertension artérielle, l'un des principaux facteurs de risque cardiovasculaire. Alors, nous allons inviter Dr Marina. J'espère que vous avez passé une très bonne journée. Barbara, bonsoir. Coucou. Coucou. Bonsoir Marina. Bonsoir, comment vas-tu? Bien, merci. Alors, je te laisse te présenter, même si tout le monde te connaît déjà. Nina Kwesi, cardiologue au Sénégal. On va faire ça, c'est bon? À Dakar. Très bien. Raïssa, bonsoir. Cédric, bonsoir. Donc, ce soir, tu vas nous parler de l'hypertension artérielle. Oui, c'est exactement ça. Alors, qu'est-ce que l'hypertension artérielle? Sans plus tarder, on va commencer. L'hypertension artérielle, on va dire que on va commencer par définir la pression artérielle. Donc, la pression artérielle, c'est la force avec laquelle le sang circule dans les vaisseaux. Les vaisseaux qui sont ici les artères. D'accord? Il faut savoir que le cœur envoie du sang à travers toutes les artères pour nourrir tous les organes. Donc, la force avec laquelle le sang se déplace dans les vaisseaux, c'est ça la pression. On va parler d'hypertension lorsque cette pression est élevée. Voilà, en gros, c'est ça. Et pour nous, les médecins, on parle d'hypertension artérielle lorsque la tension artérielle, il faut savoir que l'hypertension artérielle, c'est 2 chiffres. Donc, on a un chiffre en haut et un chiffre en bas. Le chiffre en haut, c'est la pression artérielle lorsque le cœur se contracte. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on était au primaire, on faisait observation. Et il y avait ça. On montrait le cœur qui se contractait et qui se relâchait. Donc, lorsque le cœur se contracte, on a d'abord cette première pression artérielle. C'est ça le chiffre qui est en haut. Et le chiffre qui est en bas, c'est lorsque le cœur se relâche. La force avec laquelle le sang circule. Il doit bien sûr continuer de circuler, mais il ne faut pas que ce soit une forte pression. Donc, en gros, c'est ça l'hypertension artérielle. Donc, nous, les cardiologues, on retient, ou les médecins, on va dire en général, parce que c'est devenu un problème pour tout le monde, on retient 140 mm de mercure. Donc, il faut que ce soit supérieur à 140 mm de mercure. Ça fait 14 pour les nous, là. Et en bas, il doit être supérieur à 90 mm de mercure. Donc, ça équivaut à 9. Donc, souvent, vous entendez 14,9. Voilà, on va dire comme ça. Alors, la tension ou la pression normale, elle est de combien à peu près? Donc, la pression normale, il y a eu tellement de discussions par rapport à ce sujet. On va faire très simple. La pression normale, on va dire qu'il faut qu'elle soit inférieure à 140 sur 90. D'accord? Maintenant, si on veut faire un peu plus poussé, parce que ils réfléchissent, les sociétés de cardiologie, que ce soit européennes, que ce soit américaines, africaines, bien sûr, tout le monde réfléchit. Et du coup, on a quand même, en dessous du 140-90, on a essayé de créer des petits groupes, on va dire. On a une tension, une pression artérielle normale haute. C'est des patients qu'il faut surveiller de près parce qu'on a peur qu'ils fassent de l'hypertension artérielle très tôt. Ou alors, on a la pression normale, celle qu'on considère vraiment. Et on a la pression normale aussi qui est acceptable, quoi. Donc, quelqu'un à qui je vais dire une pression normale et je ne me stresse pas, c'est inférieur à 120 sur 70. Et donc, du 12,7. D'accord, très bien. Donc, pression, tension normale autour de 17, 12,7 plutôt, 12,7. 12,8. Du 12,8. 12,8. Oui. D'accord. C'est ça une tension artérielle optimale, c'est-à-dire celle qu'on veut pour tout le monde, on va dire. Oui, tout à fait.
Maintenant, au-delà de 14, 9, 14 pour le premier chiffre et au-delà de 9 pour le second chiffre, on Oui, parlera d'hypertension artérielle. ex- Alors, quelle est la prévalence de l'hypertension artérielle? bah, vous n'êtes pas sans savoir que c'est un problème de santé publique. Quand on dit problème de santé publique, ça veut dire que ça concerne maintenant tout le monde et que tout le monde est inquiet. D'accord? Pourquoi? Parce que les chiffres ne font qu'augmenter. Depuis les 30 dernières années, l'OMS a montré que c'est passé de 650 millions dans le monde à 1,28 milliard. Donc c'est pour vous dire, c'est énorme. Et on se rend compte que 82% sont maintenant concentrés au niveau des pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire. Donc les tendances ont vraiment changé. Donc voilà, maladie chronique, tueur silencieux comme on aime l'appeler parce qu'elle ne fait pas de bruit. Elle évolue tranquillement et lorsqu'il y a des complications, bah, il y a beaucoup de bruit. Nous allons revenir tout à l'heure sur les complications. Alors, tu as quelques chiffres, puisqu'on est au Sénégal, ou quelques chiffres du Sénégal notamment, pour partager un peu avec ceux qui nous suivent. Il y a eu une étude en 2015 sur le Sénégal, donc qui prenait la totalité du pays, qui disait en fait qu'on retrouvait environ 30%, on va dire, 30% Mhm. d'hypertendus si on prend la population du Sénégal. Donc ça veut dire qu'un adulte sur trois est hypertendu. Et parmi les 30%, au moins la moitié ne sait même pas qu'elle est hypertendue. Donc, beaucoup ignorent Oui, qu'ils ont de l'hypertension artérielle. exactement. Et, et très peu sont contrôlés même. Oui, Dans les faits que tu voilà. évoques, très peu sont contrôlés. Donc, ça veut dire, ça renforce un peu ce que tu disais, qu'il faut parler de sensibiliser pour qu'effectivement les gens comprennent cela et se fassent dépister et changent de comportement. Oui. Alors, euh, hypertension artérielle, quels sont les symptômes de l'hypertension artérielle? Bon, parler de symptômes, c'est vraiment compliqué avec l'hypertension artérielle. Parce que comme je vous le disais, c'est une maladie silencieuse. Elle reste non symptomatique. Et même les quelques signes qui lui sont attachés sont des signes qui sont même pas spécifiques. On peut retrouver dans d'autres maladies. Donc, Mhm. signes, par exemple, qu'on pourrait trouver, c'est des maux de tête, un flou visuel, des bourdonnements d'oreilles, euh, ou encore de la fatigue. En gros, c'est à peu près ça. Donc, si on retient, ce sont des signes non spécifiques de l'hypertension artérielle qu'on peut retrouver dans d'autres pathologies, mais c'est essentiellement les maux de tête, euh, flou visuel Le flou visuel, oui. et Les quoi bourdonnements d'autre? d'oreilles, Le bourdonnement d'oreille. oui. D'accord, très bien. Alors, quelles sont les causes de l'hypertension artérielle? Les causes de l'hypertension artérielle. Donc, on parle de deux types d'hypertension artérielle. On a l'hypertension artérielle essentielle, Mhm. celle qui on n'a pas de cause curable. Et chez ce genre d'ASTIA, ce qui est le plus souvent retrouvé, c'est l'hérédité, dans 40% environ des cas. Mais il n'y a pas que l'hérédité maintenant, il y a aussi notre mode de vie. On a des patients qui mangent beaucoup de graisse, on a des patients qui font pas de sport, qui sont sédentaires, euh, beaucoup de sucre, beaucoup de sel. Et actuellement, c'est ça qu'on a dans nos pays, en fait. C'est à ça qu'on est confronté. Et de l'autre côté aussi, on a les hypertensions artérielles qui sont secondaires. Ça peut être secondaire à des médicaments, par exemple, que le patient prend et dont il n'a pas forcément conscience. C'est les contraceptifs oraux, par exemple. C'est les anti-inflammatoires, les corticoïdes. Alors, on a des pathologies, de réelles pathologies, qui, lorsqu'elles sont diagnostiquées, lorsqu'elles sont prises en charge, l'attention rentre dans l'ordre, en fait. Tout rentre dans l'ordre parce que on a réglé la cause, d'accord. Et souvent, c'est chez les sujets jeunes qu'on s'attelle à chercher une cause. Parce qu'un sujet jeune qui fait une hypertension artérielle, il faut toujours chercher une cause secondaire, ne pas le condamner à être hypertendu à vie, parce qu'on a dit que c'est une maladie chronique, il ne faut pas l'oublier. Ouais. Donc, chez eux, on s'attelle à chercher une cause. Et c'est assez fastidieux. Je sais que c'est assez difficile pour certains aussi, les patients, aussi bien les médecins aussi, c'est fastidieux parce qu'on cherche vraiment. Et Ouais. quand la cause est trouvée, le problème est réglé. Voilà. Bon, bonsoir à papa qui nous suit depuis Cotonou. Monsieur Roger.
Alors, pour résumer, hypertension artérielle essentielle. Essentielle dans la majorité des cas. Et dans ce groupe d'hypertension artérielle, nous parlerons des facteurs de risque que tu as cités tout à l'heure, l'âge, la sédentarité, le mode de vie Oui, et tout. Et après, il y a le petit groupe, en quelque sorte, en fait, proportion, l'hypertension secondaire, artérielle secondaire, liée à d'autres, soit des pathologies, soit aux médicaments. exact. D'accord. Alors, quelles sont les complications de l'hypertension artérielle? Donc, les complications, on va essayer de standardiser histoire que tout le monde se retrouve. Donc, c'est l'atteinte des organes nobles, majoritairement. Par organe noble, on entend le cœur, qui est mon organe à moi. Donc, le cœur, bien sûr, est infarctus. Toutes les crises cardiaques, les infarctus, c'est des patients qui vont boucher leurs artères et qui ont mal, du coup. Ou alors, ça peut être un angor. L'angor, c'est un mini infarctus, je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est plus à l'effort. C'est-à-dire, c'est des patients qui vont avoir une douleur à la poitrine quand ils font de l'effort. On va dire ça comme ça. Ou alors, vous avez l'insuffisance cardiaque. C'est lorsque le cœur est essoufflé et ne peut plus supporter, du coup, toute cette pression qu'il est obligé de supporter. Parce que plus il y a la pression, plus le cœur travaille. Il se muscle pour pouvoir travailler et à un moment, il lâche. Et quand il lâche, bah, il y a une inondation insuffisant cardiaque. Et dans le cadre, par exemple, où vous avez l'infarctus, mais l'HTA, l'hypertension artérielle, c'est un facteur qui favorise l'athérome. Je ne sais pas ceux qui me suivent sur Cœur sans frontières, j'avais parlé de l'athérome une fois. C'est le fait que vos artères vont commencer à s'effriter, je sais pas moi, à former des petites plaques. Et quand ça se bouche, bah, vous avez un infarctus. C'est comme ça. Et vous avez de l'HTA, vous ne la prenez pas en charge, elle peut vous causer un infarctus. D'accord. En dehors du cœur, on a le cerveau, où on a ce qu'on appelle les AVC. Ce sont ces patients qui sont là et qui tombent tout à coup. Et quand ils se réveillent, soit ils ne parlent pas bien, soit ils ont une paralysie. Et il faut savoir qu'il y a deux types d'AVC. Et comme je vous le disais tout à l'heure, l'HTA, c'est cette pression dans vos artères. Donc, la pression peut occasionner deux choses. Soit c'est de l'athérome, ça va se boucher. Et quand ça se bouche, ça se rétrécit. Le sang ne passe plus. Donc, il n'y a plus d'oxygène à cette partie. C'est ce qu'on appelle de l'ischémie en termes médicaux. Donc, ça, c'est un AVC ischémique. Ou alors, vous avez hémorragique. La pression est tellement forte que les artères, bah, elles éclatent et vous avez du sang. Et ça, c'est un AVC hémorragique. En dehors de ça, dans les AVC ischémiques, vous avez de tout petits AVC. C'est des AVC qui ne durent pas généralement. Certains passent même inaperçus. Le patient, à un moment, a un flou visuel, peut-être pendant 1 heure. Après, tout rentre dans l'ordre. S'il est négligent, il va se dire, bon, bah, c'était rien du tout, j'étais fatigué. Ouais. S'il n'est pas négligent, il viendra voir un médecin, il va discuter. Le médecin pourra poser le diagnostic. Donc, au niveau du cerveau, c'est ce qu'on a comme complication. D'accord. Ensuite, on va les artères qui sont les bébés du cœur, en fait. Les artères, il faut savoir qu'on a cette grosse artère, c'est l'aorte, celle qui quitte votre cœur et qui irrigue tous vos vaisseaux. Vous vous rappelez toujours, c'est au SIAM2, on a fait la circulation. Donc, celle qui irrigue tous vos vaisseaux, en fait. Donc, cette aorte, elle peut avoir des complications. Pareil, elle peut se rompre et créer ce qu'on appelle une section dans notre jargon médical, qui est une rupture de votre aorte. Elle peut se faire à plusieurs endroits. Il faut savoir que l'aorte, elle quitte votre thorax, mais elle descend. Elle va jusqu'à l'abdomen. Donc, vous pouvez avoir une déchirure de l'aorte thoracique, une autre abdominale, ou alors une qui quitte l'aorte thoracique et qui descend jusqu'en abdominal. Ou alors des anévrismes, c'est des dilatations de votre artère. Qui dit dilatation, imaginez un sac qui gonfle, bah, à un moment, il peut éclater. Donc, à peu près, c'est ça. Et au niveau des artères périphériques, par périphérique, on entend ce qui est au niveau des membres inférieurs. Vous pouvez avoir, pareil, des plaques qui vont se créer, qui vont rétrécir votre artère, diminuer l'oxygénation. C'est asymptomatique chez beaucoup, beaucoup de patients. Pendant très longtemps, c'est peut-être après un certain temps qu'ils vont vous dire que après un certain périmètre de marche, ils sont obligés de s'arrêter parce qu'ils ont trop mal. Ils s'arrêtent, ça passe, et juste après, ils reprennent, mais dès qu'ils font le même périmètre, la douleur revient. Et ça, c'est l'artériopathie des membres inférieurs.
D'accord? Et enfin, les reins, c'est une autre maladie aussi très insidieuse, insuffisance rénale, la tension à la longue va créer de l'atéro, mais elle en crée partout. Ça peut aller au niveau rénal et ça va vous donner une maladie rénale qui va évoluer à bas bruit. Moi, je connais plein de patients qu'on a diagnostiqués stade 4, voire stade 5, quand ils n'avaient aucun symptôme. C'est pour ça, quand vous êtes hyper tendu, faut voir un médecin, faire vos suivis réguliers parce que on contrôle régulièrement votre créate histoire de savoir si vous avez des complications rénales, histoire de les prendre très tôt en charge et ne pas être en train de courir à la dernière minute pour une séance de dialyse. Donc voilà, il y a aussi la maladie rénale chronique qui est là. Donc en gros, c'est les complications. Donc, pour résumer, complications de l'hypertension artérielle, nous allons commencer par le cœur. Donc, tout ce qui est coronaropathie, donc infarctus du myocarde, insuffisance cardiaque et l'angine de poitrine, tu as dit. Et quand on remonte au niveau du cerveau, il y a l'accident vasculaire, les accidents vasculaires cérébraux, qu'ils soient ischémiques ou hémorragiques. Oui. Et après, il y a les vaisseaux, il y a l'artériopathie des membres inférieurs, il y a la dissection aortique et je crois pas. Il y a également l'insuffisance rénale. Quelqu'un demandait tout à l'heure les complications rénales de l'hypertension artérielle. Et voilà. Il y a aussi les rétinopathies Oui, j'avais au complètement niveau, au au niveau niveau de, oui, de l'œil. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour des complications. Et plus que c'est grave, puisqu'il y a beaucoup de complications, existe-t-il des traitements pour traiter, pour guérir plutôt l'hypertension artérielle? donc pour traiter oui, pour guérir non. On va D'accord. Très bien. Merci de préciser. oui, il faut que les choses soient claires. Hein. Voilà. Et pour guérir, non. L'hypertension artérielle, c'est une maladie chronique. C'est une maladie à agir. D'accord? Vous imaginez, comme je vous ai expliqué, on a parlé de la vitesse à laquelle le sang roule, le sang circule dans vos artères. Donc c'est pareil, vous prenez une autoroute, l'autoroute, les voitures circulent à vive allure. Si on ne met pas des feux tricolores, s'il n'y a pas un policier, s'il n'y a pas un radar, bah, c'est des accidents. C'est la même chose. L'hypertension artérielle, si, chez certains patients, si on ne met pas de médicaments, ça va repartir en fait, ça va reprendre. Et il y a des patients qui vont vous dire, docteur, je prends mes médicaments, ma tension est normale, est-ce que je peux arrêter? Vous enlevez le policier, vous enlevez le feu tricolore, bah, les accidents vont reprendre, c'est comme ça. Donc, La catastrophe. c'est traitable, mais ça se guérit pas. C'est pas le palu, c'est pas, je sais pas moi, c'est pas le tétanos, c'est pas, voilà quoi. Donc en gros, c'est ça. D'accord? Tu as bien fait de le signaler parce que effectivement certains patients viennent. Non, j'étais hyper tendu. On m'a dit que j'avais de la tension et puis bon maintenant je pense que alors faut pas penser. Alors l'hypertension est une maladie chronique, une maladie à vie. Votre traitement il peut aider à équilibrer vos chiffres, mais ne pas l'arrêter. On a quelques petites questions qu'on va prendre. Il y a Yann qui demande si une relation amoureuse toxique peut entraîner de l'hypertension artérielle. Stress entraîne de l'hypertension artérielle. Donc si Le, tu as un stress le, toxique, te le donne. gourmet peut donner hypertension artérielle. Hein? Un gourmet peut donner hypertension artérielle. Moi, tout ce que je sais, c'est que le stress donne de l'hypertension. Il y a des patients et qui peuvent avoir des chiffres tensionnels qui s'élèvent. Donc oui. Ouais. Maintenant, comme je dis, l'hypertension artérielle, quand on dit à quelqu'un qu'il est hypertendu, c'est une maladie chronique. Si j'enlève le facteur, en supposant par exemple, je donne un cas très simple. Je reçois une patiente qui vient d'apprendre le décès de son père. On lui prend la tension, elle est à 180, je sais pas moi, 180, 100. La question est, un, vous lui donnez des médicaments. Deux, vous lui reprenez la tension. Trois, vous l'isolez dans un cas, dans une salle, elle s'allonge, etc. et vous la revoyez. Quatre, vous la revoyez à une autre consultation. Vous faites quoi? Beaucoup de médecins, même actuellement, sont capables de dire que oui, cette patiente est hyper tendue, on va lui mettre des médicaments à vie. Mais le bon geste, ce serait de l'isoler ou alors de la revoir ultérieurement. Comme je dis, quand il y a une situation qui est là, il ne faut pas courir et dire à un patient qu'il a une maladie à vie. Parce que Ouais. ça implique beaucoup de choses. Ça implique qu'il va prendre un traitement à vie. Ça implique qu'il sera stressé à vie. Donc, il faut
compte de tous ces paramètres. Oui, tout à fait. On en parlait ici en tout temps par rapport à l'annonce des diagnostics, notamment des maladies chroniques. Oui, c'était très intéressant. Et il y a Dr. Georges qui, voilà, une contribution. N'oublie pas les complications ophtalmologiques qui parfois arrivent à une cécité. Voilà. Oui. Donc, on l'avait dit tout à l'heure, la rétinopathie qui peut arriver à une cécité, effectivement. Alors, il y a, il y a des guérisseurs. Barbara qui dit que Goumet est puissant. Bon. Il y a des guérisseurs traditionnels qui disent qu'ils guérissent l'hypertension artérielle. Alors, voilà. Donc, ma question, existe-t-il des remèdes naturels pour équilibrer sa tension? Est-ce que quand les guérisseurs disent nous guérissons l'hypertension artérielle, est-ce que cela est possible? Dis-nous tout. Donc, moi, pour ma part, en tant que médecin cardiologue, je dirais non, pas de remède naturel pour guérir la. Pour moi, quand il y a hypertension artérielle, la pathologie est déjà là. Vous comprenez? Oui. Maintenant, en fonction des patients qu'on voit, on a des patients qui sont hypertendus, grade 1. Quand on dit un grade 1, c'est un grade pas trop élevé, d'accord? Et lorsqu'un patient est diagnostiqué hypertendu, par exemple, il faut toujours faire ce qu'on appelle le risque cardiovasculaire. C'est le risque que le patient a de développer des événements cardiovasculaires, d'accord? Si ce risque cardiovasculaire est faible, voire modéré, c'est des patients chez qui on commence avec des mesures hygiéno-diététiques. C'est-à-dire, on améliore le mode de vie. On lui explique qu'il faut qu'il prenne plus de fruits, plus de légumes, qu'il diminue le sel, qu'il fasse du sport, qu'il perde du poids s'il est obèse, etc., etc. Et au bout de 6 mois à 3 mois, on réévalue ces patients. Et lorsque les chiffres tensionnels rentrent dans l'ordre, c'est des patients chez qui on peut laisser que les mesures hygiéno-diététiques. D'accord? Et quand on dit mesures hygiéno-diététiques, mais c'est bien manger. Et pour tous les patients hypertendus, les mesures hygiéno-diététiques sont demandées. Mais en fonction des patients hypertendus que nous recevons en consultation, parce que quand ils viennent en consultation, c'est que le mal est déjà là. Il y en a qui ont un risque cardiovasculaire très élevé. Quand on dit un risque cardiovasculaire, c'est la prédiction de faire un accident cardiovasculaire dans 10 ans. D'accord? C'est-à-dire que ce patient, s'il a un très haut risque cardiovasculaire, il a tel pourcentage de faire des accidents cardiovasculaires dans 10 ans. On ne va pas attendre les mesures hygiéno-diététiques, on va mettre un traitement. Un patient pareil, j'en connais beaucoup, qui ont fait le choix de ne pas prendre de médicaments, de ne pas suivre les rendez-vous, de venir quand ils veulent, etc. Mais après, ça se retrouve avec des complications. Des AVC par-ci, des amputations pour des diabétiques, des infarctus par-là, etc. Donc, ou des insuffisances cardiaques. Donc, pour ma part, remède naturel, là, c'est avant que la maladie s'installe. Donc, c'est en prévention primaire que vous allez nous parler de remèdes naturels, que vous allez dire oui, je vais manger de l'ail, je vais manger du gingembre, tout ça, tout ça. Mais c'est pas quand la maladie est installée. Quand la maladie est installée, si vous suivez pas les prescriptions du médecin, Oui. vous allez des fois vivre des complications que le médecin a tenté de vous éviter en vous donnant les médicaments. Mais je ne dis pas que les mesures hygiéno-diététiques ne sont pas nécessaires. Elles sont nécessaires chez tout le monde, même ceux qui prennent les médicaments. Je ne sais pas si vous voyez un peu la nuance. Les mesures hygiéno-diététiques, c'est, disons, la première action. Même si l'hypertendu qui prend des médicaments. Voilà. Mais ne l'empêche pas de prendre ses médicaments. Il doit prendre ses médicaments. Les mesures hygiéno-diététiques, les médicaments viennent en appoint des mesures hygiéno-diététiques. Exact. Alors, parlons de prévention primaire, puisque tu l'as dit, pour tout individu en griffe apparemment sain. Et comment prévenir l'hypertension artérielle? Donc, comment prévenir l'hypertension artérielle? Le thème des cardiologues cette année sur le plan national, j'en ai parlé, je pense, ce matin, c'est s'occuper du cœur dès l'enfance. Donc, je pense que ça doit tous nous interpeller. Il faut vraiment qu'on prenne de bonnes habitudes, qu'on change et qu'on inclue de bonnes habitudes à la génération qui va venir, à nos enfants, etc.
Quand j'entends par bonnes habitudes, les bonnes habitudes alimentaires, par exemple, il faut savoir cuisiner. On ne sait pas cuisiner, on ne sait pas garder la valeur nutritive des aliments. Donc, il faut savoir cuisiner. Il faut savoir que quand on dit une assiette, c'est la moitié des légumes et le reste, l'autre moitié se partage entre les protéines et les glucides. Il faut savoir faire ses courses au supermarché, pouvoir lire des étiquettes, connaître la teneur en sel, savoir que le jumbo, le Maggi, les aromates, c'est beaucoup de sel. Apprendre à préparer comme avant, parce que si, comme je disais tout à l'heure, on a montré qu'avant, on n'avait pas de problème. On avait moins de problèmes d'hypertension artérielle dans les pays à revenus faibles et à revenus intermédiaires. Mais maintenant, on en a beaucoup parce que on va dire. Donc, il faut savoir prioriser les graisses à manger. Il faut savoir prioriser la grillade à la friture, le fumage, le poisson fumé, le poulet fumé, prioriser les aliments séchés, le poisson séché qu'on mange très bien chez nous. Il faut savoir manger les légumineuses, tout ce qui est haricots, qui est très riche et que les gens négligent. Manger du fonio, manger du mil, manger les céréales qu'on a chez nous, parce que le riz, il est très, très riche en glucides. Et ne pas hésiter, parce qu'on en a les moyens maintenant, ne pas hésiter à voir un nutritionniste, un diététicien, pour apprendre. C'est juste apprendre, en fait. Et pouvoir garder les habitudes là chez soi, les conserver chez soi. Donc, pour ma part, je pense que c'est comme ça qu'on arrivera vraiment à changer les choses. Et au niveau de tout ce qui concerne les activités physiques, c'est diminuer la sédentarité. Le téléphone nous rend sédentaires. Je sais, mon mari m'écoute, il va dire. Ah, donc, le téléphone nous rend sédentaires. Donc, notre tenue du téléphone, faire des activités en plein air. Quand je dis plein air, il y a plein de trucs qu'on peut faire. Aller à la piscine, marcher, se promener, ne pas rester devant Netflix. Aller au cinéma comme avant, par exemple. Ça peut faire du bien pour changer. Diminuer l'alcool, diminuer le tabac, évacuer tout ce qui est stress. Pour les fonctionnaires, garez vos voitures plus loin de votre travail. Essayez de marcher. Je sais que maintenant, il y a des grosses boîtes qui ajoutent le sport dans leur boîte. Soit ils ont des salles de sport, soit ils engagent comment on les appelle, des coachs sportifs pour entraîner les employés qui ont du temps, etc. Mais ça, c'est à prioriser. C'est le médecin du travail qui doit s'en occuper. Donc, les médecins, ils ne sont pas juste là pour écouter vos céphalées, etc. Il faut leur dire que vous avez besoin de déstresser et qu'il faut rajouter certaines choses à votre quotidien au travail. Parce que les gens, ils passent beaucoup de temps au boulot. Donc, également, les tâches ménagères, ça fait partie des choses qui nous font dépenser. Faire du jardinage, du bricolage. Et tout ça, ça s'apprend. Et il faut qu'on arrive à l'apprendre à nos enfants. Donc, il faut vraiment qu'on s'occupe de nos cœurs dès l'enfance. Je pense que c'est réellement ça le message. Ouais. Et tu l'as bien dit, pour revenir un peu sur tout ce que tu as dit, c'est changer de mode de vie. Donc, manger plus sain, en griffe. Donc, moins de gras, moins de sel et moins sucré. Donc, plus de légumes et de fruits. Arrêter de fumer. Donc, réduire ou arrêter l'alcool. Mais, ouais, c'est. Pas de commentaires. Pas de commentaires, Marina. Laisse-moi continuer. Et je vais parler là de l'activité physique. Donc, pratiquer une activité physique régulière. Voilà. On est d'accord sur ça, non? Le reste, on va le dire après le live. Il y aura en antenne après le live. Donc, il y a une question. Pourquoi la plupart des diabétiques, c'est Sonia qui demande pourquoi la plupart des diabétiques sont hypertendus? Il faut savoir que diabète et hypertension vont de pair. C'est un couple vraiment à craindre. Les diabétiques, c'est des gens qui auront à la longue, en fait, de l'athérosclérose. Parce que comme on avait dit tout à l'heure, les facteurs de risque cardiovasculaire, c'est le diabète, c'est l'HTA, c'est l'âge, c'est l'hérédité, c'est le mode de vie, etc. Tout ça va concourir à favoriser l'athérosclérose. L'athérosclérose, c'est vieillissement des artères, plaque au niveau des artères. Donc, c'est des patients chez qui il faut toujours rechercher de l'HTA. Plus elle arrive tardivement, plus on est content. Mais chez les diabétiques, il y en a beaucoup qui vous font de l'HTA masqué.
C'est-à-dire que vous les voyez au cabinet, ils ont des tensions artérielles normales, mais ils commencent à vous faire des complications au niveau de leurs organes, les reins, les yeux. Donc là, il faut chercher une HTA. Et on a une méthode qu'on utilise maintenant couramment pour diagnostiquer les hypertensions artérielles, c'est la mesure ambulatoire de la pression artérielle. Elle peut se faire en automesure, c'est-à-dire le patient le fait lui-même à domicile. Je précise à domicile parce qu'il y a des patients qui vont à la pharmacie le faire, c'est pas du tout intéressant, ou qui vont alors à l'hôpital le faire, ou au centre de santé le faire, c'est toujours pas intéressant, ou alors la MAPA, voilà, qui est un appareil porté pendant 24 heures et qui nous permet de savoir vos chiffres tensionnels toute la journée et même la nuit quand vous dormez. Ouais. Ah oui, il y avait une contribution. Oui, justement, pour les mesures diététiques, notre tiers budget national est souvent très gras et très salé. Comment adapter les mesures hygiéno-diététiques aux habitudes alimentaires locales? Parce que tu as répondu un peu à la question. Je ne sais pas si tu as un complément. Bah, je pense que tout le monde peut apprendre à manger moins salé. C'est juste ça le problème. Si on prend le problème du Sénégal, c'est qu'il y a trop d'aromates. Il y a le magie, il y a Adjar, il y a le machin qu'on fait comme ça, là, Akassaparal, là. Il y a trop de petits aromates. Il faut apprendre à manger naturel. Il y a plein d'épices qui peuvent remplacer le jumbo, etc. Je sais pas, nous, au Bénin, je sais qu'au Bénin, au Togo, au Cameroun, pour ceux que je connais des épices, parce que moi, quand je voyage, j'adore rechercher les épices. On a les crevettes fumées qui remplacent très bien le magie. On a les poissons là séchés qu'on pile et qu'on écrase, c'est de la poudre qui remplace très bien le magie. Donc je pense qu'il faut apprendre à préparer sans. C'est bon. Et ah oui, j'avais aussi une suggestion pour les patients. À un moment, j'avais essayé, parce que je disais à mes patients insuffisants cardiaques de ne pas prendre de sel. Donc, du coup, j'avais essayé chez moi de diminuer aussi le sel dans ma consommation. Et il y avait des petites astuces assaisonner avec du vinaigre, assaisonner avec du citron ou du vinaigre de cidre, etc. Ça, c'est des choses qui vous permettent de relever le goût, par exemple. Donc, c'est possible. C'est qu'il faut vouloir le faire, en fait, pour y arriver. C'est tout. Tout à fait. Et oui, Raïssa qui disait les naturopathes et les médecins ne s'entendent pas sur ce point. Je pense par rapport aux méthodes naturelles. C'est normal, hein. Naturopathe égale nature, médecin égale. Nous, on est là quand ça se complique, quoi. Allez demander à un naturopathe de soigner, je sais pas moi, un diabète déséquilibré, etc., etc. Donc, je pense que c'est vraiment deux trucs. Il faut savoir quand aller chez telle personne. Pour ma part, c'est ça. Je n'irai pas voir un naturopathe, moi, si je sais que je suis hyper tendue, grade 3, et que j'ai des complications comme une maladie rénale, comme, je sais pas moi, etc. Naturopathe si je sais que dans ma vie j'ai des problèmes à régler, si j'ai du stress, si je commence à avoir un peu d'hyperglycémie, si j'ai des tensions normales hautes comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire ces patients qui nous font du 130, 139, donc ils sont proches de la limite. J'irai voir un naturopathe pour ça, comme je dis, pour prévenir. Il faut s'y prendre tôt, faut pas attendre quand ça se complique en fait. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je suis pas du tout contre tout ce qui est naturel et tout, mais il faut s'y prendre tôt, il faut s'y prendre dès maintenant, il faut améliorer son mode de vie dès maintenant. Il ne faut pas attendre quand ça clame, parce que après, quand ça clame, c'est beaucoup de dégâts. Les dégâts, c'est compliqué derrière. Beaucoup de dégâts. Et actuellement, dans les hôpitaux, quand on ne vous connaît pas, mais on ne vous connaît pas. Moi, personnellement, j'ai tendance à prioriser les patients que je connais, que je suis, que j'ai vu évoluer, etc. Vous allez dans les hôpitaux comme ça, on vous demande, vous venez d'où, qui vous suit Oui. Comment vous avez fait pour arriver à ce stade on voit une ordonnance qui date de 2012, on est en 2022. Donc, il y a tout ça, en fait. Il faut vraiment faire la part des choses. Quand voir le naturopathe, qui pour moi a une part très très importante. Il y a des patients chez qui je demande d'aller voir des naturopathes. Il y a des patients chez qui je dis aller voir un sophrologue. Mais je ne vais pas dire à un patient qu'on a amputé le pied, qui a une HTA, qui a un diabète, va voir un sophrologue, quoi. Je pense qu'il faut vraiment qu'on choisisse quand aller voir telle personne. Et la prévention, comme je dis, il faut la faire très tôt. D'ailleurs, en santé publique, on dit prévention primaire, prévention secondaire, prévention tertiaire. La prévention primaire, c'est maintenant. C'est les lives qu'on est en train de faire comme ça. C'est informer, éduquer, communiquer avec les gens. C'est ça la prévention primaire. Et pour ça, je suis d'accord. On peut voir les naturopathes, le sophrologue,
ostéopathe, tout ce qui est naturel, qui fait du bien d'ailleurs. Moi, le stress est un gros facteur de risque actuellement. Beaucoup de patients ont des problèmes de stress et c'est pour ça qu'ils ont beaucoup de pathologies. Donc, je suis pour le naturopathe, je suis pour le sophrologue, mais autant adéquat. Avant la survenue d'une hypertension artérielle. Voilà. Leur contribution est pertinente avant la survenue d'une hypertension artérielle. Et Barbara qui demandait pourquoi c'est pas intéressant de le faire, enfin, de prendre les mesures à la pharmacie. Parce que, en fait, pourquoi est-ce qu'on parle d'acheter à blouse blanche? L'acheter à blouse blanche, c'est des patients qui viennent à l'hôpital, qui viennent voir leur médecin au cours d'une consultation lambda et qui, par exemple, vous font du 16-10, je vais dire, ou du 17-10. Mais vous voyez le patient et vous vous dites, non, c'est pas normal. Vous reprenez la tension plusieurs fois et vous commencez à descendre à 15, etc. Chez un patient pareil, on suspecte l'HTA de la blouse blanche. C'est-à-dire, c'est parce que j'ai mis ma blouse qu'il est stressé, c'est quelqu'un d'anxieux, c'est quelqu'un qui a peur dès qu'il rentre à l'hôpital. Donc, à ces patients, par exemple, on va lui demander, essayez de prendre votre tension 3 fois le matin, 3 fois le soir, pendant 3 jours. Et y en a qui vous disent qu'ils vont à la pharmacie. Mais à la pharmacie, c'est aussi des gens avec des blouses. C'est aussi un milieu qui est presque médical. Anxiogène. C'est pas intéressant Oui. pour savoir réellement comment se comporte la tension du patient chez lui, à domicile, à son réveil ou le soir avant qu'il ne dorme. C'est pas du tout intéressant. Ouais. Voilà, attention pendant que la personne va à ses occupations quotidiennes. Et dans certaines pharmacies, les tensions se prennent debout. Voilà, c'est vraiment pas. Il n'y a pas idéal. J'aime pas l'automesure tensionnelle. J'aime pas aussi parce que il faut que le patient comprenne ce que vous voulez. Excusez-moi, mais il y en a beaucoup qui savent pas lire, qui savent pas écrire, donc c'est très difficile. Vous leur demandez d'écrire tous les chiffres, ils vont écrire 2 chiffres. C'est vraiment compliqué en fait, je trouve. Je pense que pour certains patients, l'automesure est très bien. Moi, j'ai une patiente, grâce à l'automesure, on arrive à tout faire parce qu'elle fait chez elle. Des fois, même elle me fait ça sur Excel. C'est vraiment nickel, quoi. Elle, je ne m'a pas parce que j'en ai pas besoin. Je sais qu'elle arrive vraiment à se surveiller et on a des chiffres super équilibrés et tout. Mais il y en a d'autres, c'est pas possible. On peut D'où tirer. l'importance. Oui. Vas-y. Tu disais quelque chose, Marina? On peut tirer aucune conclusion avec l'automesure, en fait, c'est tout. Ouais. D'où l'intérêt d'une éducation thérapeutique. On néglige souvent cet aspect, mais c'est très important aussi. Il y a Raissa qui demande, une personne qui a fait une HTA sous grossesse, donc l'hypertension artérielle gravidique, doit-elle maintenir son traitement, doit-elle être maintenue sous traitement médicamenteux après l'accouchement? Pour l'hypertension gravide, bon, je savais que ça allait arriver cette question parce que les femmes, c'est le dada actuellement. Mais pour l'hypertension artérielle gravidique, c'est simple. Après la grossesse, il est conseillé aux femmes, d'ailleurs les femmes, elles sortent sous antihypertenseur. Elles sont censées garder l'antihypertenseur sur au moins 6 semaines. Et après les 6 semaines, on fait une réévaluation. Normalement, quand c'est une hypertension artérielle gravidique, on suppose que le facteur de risque causant ici, c'était la grossesse. Donc, une fois la grossesse passée, tout est censé rentrer dans l'ordre. Au bout de 6 semaines, on peut demander à la patiente d'arrêter le traitement, on réévalue la patiente et en fonction de ça, on voit. Si les chiffres sont rentrés dans l'ordre, tant mieux, elle est tirée d'affaire. Bah, si ce n'est pas rentré dans l'ordre, on continue le traitement et on lui explique à la patiente qu'il y a des risques qu'elle soit une hypertendue vraie, comme on dit, une hypertendue chronique. Comme il y en a d'autres, au bout de surveillance, après ça va rentrer dans l'ordre, on refait une MAPA pour réévaluer et puis tout rentre dans l'ordre. Donc vraiment, l'HTA gravidique, c'est ça. Après, moi, ce que j'aime bien dire aux femmes qui ont eu de l'HTA gravidique, il faut préciser à votre gynéco, si vous en changez, que vous avez fait de l'HTA gravidique la grossesse précédente. Histoire que très tôt, dès le 2e trimestre, ils vous mettent sous aspégique. Et il faudra que vous ayez toujours votre suivi cardio, gynéco durant la grossesse. Et puis après, voilà. Comme je dis, c'est des choses qui sont à surveiller. Et quand tout rentre dans l'ordre, tout le monde est content. Tu as sorti un mot magique là. Tu as sorti un mot. Je vais rebondir sur ça. En tant que gastro, tu as deviné de quoi je veux parler. L'aspégique.
L'aspégique, l'aspégique, c'est l'hypertendu. D'accord. Bénéfices attendus et précautions à prendre. Sachant que le risque principal, c'est l'hémorragie digestive. Donc, c'est vraiment au niveau du tube digestif. Il y a un conflit d'intérêt. Pardon? Il y a un conflit d'intérêt. Philippe? Ah non, non, je pose la question. Parce que tu sais, il y a beaucoup de pharmaciens, pour ne pas les, pour ne pas les indexer, qui mettent systématiquement de l'aspégie chez tous les hypertendus. Je Ouais. pense que tu vas un peu circonscrire le contexte dans lequel on va mettre de l'aspégie, sans oublier aussi le bénéfice. Donc, le bénéfice est aussi les précautions à prendre si un malade doit être mis sous aspégique. Ouais. Donc, par rapport à l'aspégique, c'est une molécule qui nous cause beaucoup de problèmes. Franchement, par rapport à l'HTA, l'hypertendu, en réalité, un hypertendu sans facteur de risque cardiovasculaire ou qui a un risque cardiovasculaire bas, modéré, élevé, n'a pas besoin d'aspirine en fait. Il n'a pas. L'aspégique est mis dans un cas de prévention secondaire, c'est-à-dire c'est des patients qui ont fait un AVC ischémique, c'est des patients qui ont fait une coronaropathie, donc un infarctus, chez qui on met de l'aspégique. En griffe, il y a des patients qui sont diabétiques, à très haut risque cardiovasculaire, qui ont eu à faire des artériopathies, etc., chez qui aussi il est conseillé de mettre de l'aspégique. Mais l'aspégique, actuellement, on a remarqué les médecins que c'est utilisé à tort et à travers. Tout le monde dit, dès que tu as une tension, ah, il faut prendre de l'aspégique. Il paraît que ça protège le cœur. Alors que c'est pas forcément vrai. Vous avez des patients qui vont faire de l'AVCH, donc les AVC hémorragiques, comme j'ai expliqué plus haut, qui sont sous aspégique. Mais l'aspégique, là, c'est censé fluidifier le sang. Donc, ils vont encore saigner en nappe. Les neurologues détestent ça. Et puis, vous avez les gars, eux, détestent parce que beaucoup de problèmes. Un patient qui est ulcéreux fait une vraie hémorragie digestive à cause de l'aspégique. L'aspégique, il faut vraiment être prudent, surtout chez les patients âgés. Il ne faut pas leur mettre de l'aspégique à travers une patiente qui est âgée, qui a une hypertension artérielle, qui n'a pas fait d'AVC, qui n'a pas fait d'infarctus. Pourquoi lui mettre de l'aspégique, en fait? Donc, ça, il faut qu'on revoie ça. Je suis d'accord avec toi. C'est aussi un problème de santé publique. Merci. Il y a des Chinois qui demandaient, ben, c'est quoi l'HTA gravidique? Oui, tu as eu la réponse. L'HTA gravidique, c'est l'HTA, l'hypertension artérielle survenant pendant la grossesse. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Les antihypertenseurs sont-ils indiqués chez les patients sous traitement anticoagulant sodien? Oui. Oui. On a d'authentiques, on a plein de patients qui sont sous anticoagulants qui prennent des antihypertenseurs. Oui. Mais c'est deux choses différentes, hein. Je pense qu'il faut. Totalement opposé, quoi. Un Oui. anticoagulant, tu le mets lorsqu'il y a un caillot, par exemple, mais ça Oui. n'empêche pas l'hypertension artérielle et que tu veux réguler l'hypertension artérielle. Tu le mets, par exemple, lorsqu'il y a des troubles du rythme, tels qu'une fibrillation atriale. Ça n'empêche pas aussi que tu mettes, L'antihypertenseur. l'hypertension. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense qu'on a eu droit à toutes les informations sur l'hypertension artérielle ce soir. Mais ce qu'on retient, c'est prévention primaire, prévention primaire. Ouais. Ça, c'est le plus. Et comme tu l'as dit, le terme de cette journée, c'est prendre soin de son cœur dès l'enfance. C'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Voilà. Donc, ça doit commencer dès le bas âge. Donc, les parents, Oui, protéger, veiller au cœur de vos enfants. Donc, en contrôlant effectivement l'assiette. Oui. Mange les goûters. Franchement, les goûters, des biscuits. Faut arrêter. Il faut donner des fruits. Il faut faire des trucs à la maison soi-même. Voilà. Ouais. Il y a vraiment plein de petites habitudes qu'il faudrait qu'on apprenne à arrêter. Je sais que c'est pas facile, que ça demande du temps.
Mais bon, ça vous permettra de peut-être ne pas avoir de complications cardiovasculaires. Et il faut éviter de, disons, d'occidentaliser en quelque sorte notre alimentation. Il y a des aliments bien riches en nutriments qu'on peut retrouver dans nos pays à moins de coûts, à moins de coûts. Donc, je pense qu'il faut, d'où l'intérêt d'avoir un nutritionniste ou un diététicien pour essayer d'accompagner en quelque sorte et donner des orientations dans ce sens. Sans oublier qu'il faut pratiquer de l'activité physique de façon régulière. De petits efforts chaque jour, je pense que ça donne de grands résultats. Faut pas forcément attendre 2 semaines pour faire un sport de 2 heures de temps, non. C'est de Non, petits efforts quotidiens. pas quotidien. Il faut que ce soit 3 à 5 fois par semaine, 30 minutes par jour, de façon régulière. Franchement, l'habitude, c'est ce qu'il faut garder. Il faut garder des habitudes. Il suffit pas de faire juste une fois, mais il faut que Ouais. c'est très difficile, hein. Je parle, mais je sais que c'est difficile. Ouais. Nous savons que c'est difficile. On le fait beaucoup dans la tête. Mais il faut agir. Il faut Oui, agir. hein, Très important. il faut agir. Yann, docteur Marina prenait un papier. Dites là-bas. Effectivement, on a tout appris, hein. On a tout appris et j'avais pas tort de dire que voilà, on allait recevoir une brillante cardiologue ce soir et c'était le cas et on a beaucoup appris ce soir. Jeune Euh, cardiologue. Une jeune cardiologue. une jeune brillante, oui, aux âmes bien nées. L'amlodipine, Oui, tu connais la suite. L'amlodipine peut-elle diminuer nettement l'HTA? Là, ça commence à être un peu plus, ça commence à être une consultation là. c'est un antihypertenseur. Donc oui, 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 les patients mais peuvent être sous monothérapie et qui auront un équilibre tensionnel, oui. Donc oui, l'amlodipine. oui. Oui, mais je pense que faut pas mettre de l'amlodipine pour tout le monde, hein. Laissez le médecin mettre de l'amlodipine. C'est pas parce que vous avez une hypertension. En Voilà, je fonction pense, du ouais. Et quand vous êtes sous monothérapie, par exemple, vu comme vous avez parlé de l'amlodipine, et que vos chiffres ne sont pas contrôlés, ben, votre médecin passera, soit changera de molécule ou bien va augmenter une autre molécule. Marina, on est d'accord? on n'en a même pas parlé d'ailleurs, c'est ce que je voulais dire. Oui. C'est Ok. au fur et à mesure, les sociétés de cardiologie se sont vraiment intéressées à la question de savoir Mhm. comment faire pour mieux gérer l'hypertension artérielle, comment diminuer le nombre de patients qui prennent leur traitement. C'est qu'on se débrouille toujours pour donner juste une pilule au patient. C'est-à-dire que même s'il a 3 molécules, les 3 molécules sont concentrées dans une pilule, histoire que le patient n'ait qu'une prise à prendre le matin. Moi, j'ai des patients qui me disent, ah, mais docteur, ah, attention, c'est une maladie à vie. Vraiment, moi, j'ai lu qu'il ne faut pas prendre les médicaments à vie. Je dis, mais madame, vous avez le choix. Soit vous prenez une pilule tous les jours à vie, soit vous vous retrouvez avec des complications. Et quand je prends par exemple le cadre de l'insuffisance cardiaque, on a des patients qui sont sous 7 médicaments par jour, avec des hospitalisations régulières. Et plus vous faites des hospitalisations, plus vous diminuez votre durée de vie, parce que ça altère le mode de vie de toute façon. Donc oui, et je lui dis, mais vous avez soit une pilule, soit 7 pilules. Vous choisissez quoi? Donc, je Ouais. pense que vraiment, pour l'hypertension artérielle, c'est tout est fait pour accompagner le patient. Et je sais que c'est difficile. Et moi, je n'hésite pas à dire à mes patients de ne pas hésiter à me dire quand c'est difficile, de ne pas hésiter à me dire quand dehors, ils entendent des gens leur dire non, ne prenez pas, non, ne faites pas ci. Et comme je dis, pour des patients chez qui on a des hypertensions artérielles qui sont grade 1, qui ont un risque cardiovasculaire faible, modéré, chez qui les mesures hygiéno-diététiques suffisent, on garde des mesures hygiéno-diététiques. Mais quand un médecin se met à prescrire des médicaments, c'est parce que vraiment, il a pesé le pour et le contre. Il sait que ce Ouais. patient, sans médicaments, je ne peux pas l'équilibrer. Alors qu'il a un risque cardiovasculaire très élevé. Que faire? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça, il faut vraiment peser le pour et le contre. Ah non, Une, c'est- 7 médicaments. ouais. Quand je dis Tu 7 as médicaments, parlé. c'est une ordonnance de, je sais pas moi, 50 000, 60 000 par mois. Une pilule, on a des traitements de l'HTA qui coûtent même, je pense, les génériques. Et
Après, ça va vers les plus chers aussi quand c'est des gros labos pharmaceutiques. Mais voilà quoi. Je pense que quand je dis même 60 000, je pense même que c'est faible parce qu'on a des molécules dans l'insuffisance cardiaque qui coûtent, je pense, ça coûte combien le truc là en Tresto? Peut-être 20, 5, 30 000, je sais même pas, pour 2 semaines, un truc comme ça. Donc par mois, tu te retrouves à payer. Moi déjà. Oui, alors que tu as d'autres médicaments à payer, tu as des consultations, tu as des analyses. Donc les complications Ouais. là, on ne veut pas Ça- arriver là. Sans oublier l'insuffisance rénale avec le risque Ah d'avoir oui, des dialyses, des séances de il dialyse qui sont très n'y a, compliquées déjà. y a pas de retour. Une insuffisance Ouais. rénale, pas comme ça, Ouais. ou elle va comme ça, mais elle va pas comme ça. Mhm. Donc, faut vraiment pas qu'on en arrive là. Ouais. En prévention primaire chez les personnes jeunes, surtout, on a, oui, Dia, oui, qui complète prévention primaire chez les personnes jeunes, surtout qu'on a une inversion épidémiologique réelle pour les maladies non transmissibles. Tout à fait d'accord avec vous. Merci, Dieu. Alors, et l'hypotension? Ah, l'hypotension. Les gens s'inquiètent beaucoup de l'hypotension, mais c'est beaucoup moins grave qu'une hypertension. Les gens peuvent vivre avec du 9,7 sans problème, d'accord? Par contre, l'hypotension orthostatique, elle doit être prise en, en- elle doit être prise en charge. L'hypotension orthostatique, ce sont ces patients qui, lorsqu'ils sont assis, sont tranquilles. Et dès qu'ils se lèvent, la pression chute brusquement. Et du coup, ils ont des petits vertiges, ils ont un malaise, etc. Ça, c'est de l'hypertension artérielle qui doit être prise en charge. Mais l'hypotension, j'ai du 10,6, 9,7, c'est... Quelqu'un peut vivre avec. C'est mieux que de vivre avec une hypertension. Ne cherchez pas à avoir des chiffres qui iront à 12 ou à 13. Mais l'hypotension orthostatique, elle doit être prise en charge. Voilà. Alors, tu sais, Marina, généralement, les médecins n'expliquent pas. On a l'impression qu'ils ont du plaisir à prescrire des produits. Oui, 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 oui. oui, Il y a ma oui, ça arrive, elle ça dit arrive. que les médecins ne communiquent pas. Et ce que Oui, je de faire, c'est de poser beaucoup de questions. De poser des questions au médecin. Il est censé vous répondre. S'il ne vous répond pas, bah, vous n'hésitez pas à lui dire qu'il ne répond pas à oui. vos questions, donc vous changez de médecin. Mais Changer, oui, je comprends tout à fait, parce que je vous dis par exemple, moi aujourd'hui, non, c'était quand hier, j'ai vu 18 patients. Il y a des fois, il y a une charge de travail énorme. Dans le public, je veux dire, tu vois beaucoup de malades, tu peux pas expliquer à tout le monde. Tu commences à expliquer, il y en a qui comprennent pas. Il y a une barrière de langue des fois. Il y en a qui parlent Peul, qui parlent pas Wolof. Il y en a qui parlent Wolof, qui parlent pas français. Il y en a qui parlent anglais. Tu as vraiment beaucoup de choses. Mais comme je dis, quand vous venez voir un médecin, posez-lui des questions. Faut vraiment pas hésiter. Mais moi, franchement, j'aime vraiment prendre le temps d'expliquer. oui, J'explique mieux que je peux. De toute façon, je fais même des dessins des fois, histoire que ce soit clair pour certains. Mais oui. voilà, Je, il je suis d'accord avec toi. n'y a pas à poser de questions. Et si vous êtes Oui, vraiment prêt, vous avez le droit de changer de médecin. oui. Voilà. Et, et je lance un appel aux collègues parce qu'en fait, la prise en charge du patient, disons, c'est une équipe. C'est une équipe, le patient et vous. Donc, il faut forcément que le patient comprenne pour pouvoir coopérer. Et parfois, c'est pas lors de la première consultation, quand vous lui annoncez la nouvelle, il n'a pas forcément le réflexe de poser toutes les questions sur le coup. Il peut revenir, c'est justement pour ça qu'il y a un rendez-vous pour le revoir et toutes ces inquiétudes, toutes les questions qu'il a, qu'il les pose pour que vous puissiez effectivement répondre à ces. Parfois, il y a des fois on ne connaît pas, hein, mais il faut dire au patient, mais ça, je ne connais pas ça, parce qu'on n'est pas censé tout savoir non plus. Où je Voilà, vais l'absence. revenir, s'adresser à un autre. Oui, voilà, ça, je ne sais pas, voilà, mais voilà ce que je sais. Qu'est-ce que vous avez lu? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Voilà. Confiez-vous à votre médecin. Et c'est lui qui vous connaît, il connaît vos antécédents, il connaît votre parcours, il vous a posé des questions, il vous a examiné, il vous a mis des médicaments. Il est censé vous expliquer tout et parfois même les effets secondaires des médicaments. Oui. Parce que, oui, c'est important. Ça, je parle aussi à nos collègues. Donc, les effets secondaires des médicaments, il faut que le patient puisse comprendre que voilà, c'est parce que j'ai pris ça, parce qu'on ne réagit pas forcément de la même manière à tous les médicaments. Oui. Et comme tu l'as dit, Marina,
quand vous êtes un patient et qu'un médecin n'arrive pas à communiquer avec vous, ben, vous avez le choix. Vous changez de médecin. Changer de Sinon, médecin. après, c'est votre corps aussi. Donc, Oui, n'hésitez pas à changer de médecin, celui qui répondra à toutes vos interrogations et qui vous aidera à avancer, en bref, à avancer dans la prise en charge. oui. Et comme tu disais, c'est une équipe en fait. Oui, Le médecin ne soigne pas sans le patient. Et pareil, le patient n'est pas soigné sans son médecin. Donc il faut oui, vraiment une relation, une confiance, que vous puissiez discuter. S'il y a des problèmes, n'hésitez pas à dire. Si les gens vous ont dit quelque chose dehors, vous avez le droit de venir lui dire. oui. Il sait ce qu'on vous dit dehors, il entend tout ça tout le temps. Donc il saura ce qu'il faut vous dire. Et vous avez le droit de lui dire, écoutez, j'ai vu un sophrologue. Moi, la dernière fois, j'ai même eu une patiente qui est valvulaire, qui a été opérée, qui est venue me voir pour me dire qu'elle a consulté chez les médecins chinois et qu'ils lui ont prescrit des médicaments et qu'elle veut savoir si elle peut les prendre. Mais je lui ai donné mon avis avec plaisir. Donc c'est pour ça que je dis, n'hésitez pas, même si vous faites de la médecine parallèle, vous pouvez en parler et dire, voilà, je prends tel truc. C'est pareil, on a des patients qui sont insuffisants rénaux qui nous disent, ah mais docteur, ou bien qui sont insuffisants cardiaques, ah mais docteur, on me propose de prendre des décoctions, tout ça, mais je sais pas. Mais il faut lui expliquer en quoi les décoctions vont lui faire du mal. Si vous lui expliquez, il va pas prendre. Mais si vous lui expliquez pas et que vous dites non, ne prends pas, mais il ira prendre et il va voir lui-même. Donc je pense qu'il faut discuter avec les patients, il faut discuter avec son médecin. Et si vous voyez que la communication ne passe pas ni pour l'un ni pour l'autre, changez. Moi, j'ai eu des patients à qui j'ai dit, vous pouvez changer de médecin, je vous le permets parce qu'on n'arrive pas à se comprendre. Mais c'est pareil, aussi bien pour nous les médecins que pour vous les patients. Si à un moment la communication ne passe pas, on ne se comprend pas, vous expliquez, la personne ne comprend pas, ou reste, alors dit que ce que vous avez dit, c'est pas ça que vous avez dit, vous pouvez aussi lui dire, en tant que médecin, je préfère vous référer à une collègue qui va, ou à un collègue qui va mieux vous prendre en charge, etc., etc. Donc, je pense que franchement, tout le monde est libre. Et il faut vraiment qu'il y ait cette notion de confiance, qu'on Oui. soit d'aller chez son médecin, qu'on soit content de lui dire, ah mais docteur, je me sens beaucoup mieux, ah ma fille a eu son bac, ah nanani nanana, ou alors ah franchement ces temps-ci c'est difficile, j'ai perdu deux cousins, deux sœurs, et même ça, ça me permet de savoir dans quel état mon patient est actuellement. Moi j'ai des patients quand ils viennent me dire ça, j'écris juste stress, histoire d'expliquer que même si je trouve une tension qui est élevée, je sais pourquoi. Parce qu'il y a eu un facteur de stress actuellement dans sa vie qui fait qu'elle n'est vraiment pas là, quoi. Donc, c'est vraiment important d'avoir cette communication. Très important, surtout quand on parle de maladie chronique. Maladie Ouais, chronique, donc c'est une suivi à vie. Donc, il ouais. faut forcément comprendre des choses. Une communication, une confiance. Si je voyage, ah, docteur, je dois voyager, vous avez des précautions. On Mhm. saura ce qu'on doit lui dire, on saura ce qu'il doit faire, on saura lui dire, ah, mais prenez le nombre de boîtes parce que là-bas, vous n'allez pas trouver tel. Est-ce que vous voulez que je vous fasse un résumé, vu que vous allez durer longtemps là-bas, etc., etc. Il y a vraiment, quand c'est des maladies chroniques, il faut vraiment discuter avec son médecin traitant. Franchement, faut pas qu'il y ait de tabou, faut parler librement. Les patients nous parlent librement d'impuissance sexuelle. Ils n'hésitent pas à vous dire, ah, mais docteur, ce médicament, j'ai vu qu'il y a un peu d'impuissance sexuelle, je peux le continuer. Il faut vraiment être free, quoi. Faut pas être coincé et tout. Et si vous pensez que le médecin est trop coincé, posez-lui des questions pour le titiller. Peut-être c'est parce que vous en posez pas aussi. Et voilà. Oui, effectivement. Sista, je voudrais revenir sur le cas des personnes en hypotension continue. Y a-t-il des précautions à prendre pour les femmes enceintes ou pour mieux protéger le cœur tout simplement? Bon, comme je disais tout à l'heure, vraiment, une hypotension, à moins qu'elle soit due à quelque chose, c'est-à-dire quelqu'un qui a vraiment saigné, on sait que c'est parce qu'il manque de sang, on va le transfuser, un collapsus cardiovasculaire cardiogénique, parce que son cœur est en train de lâcher, parce que quelqu'un est déshydraté. Là, oui, on va faire quelque chose. Mais quelqu'un qui est hypotendu de nature, on peut vivre avec, c'est ce que j'essaie de vous expliquer. On peut vivre avec, on n'est pas censé traiter les hypotensions, à moins qu'il se soit dans un cas particulier. Mais vraiment, il faut que ce soit particulier. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'hypotension orthostatique. Et ça, c'est des patients qui, lorsqu'ils se lèvent, quand ils sont en position assise ou couchée,
ils ont vraiment le vertige, l'impression de tomber, tout ça, tout ça. Mais vous avez une hypotension, je sais pas moi, du 10-6, votre NFS est normal, vous n'avez pas d'anémie, normal. Santé yalla, comme on dit au Sénégal. Il faut rendre grâce Ouais. à Dieu. Mangez, faites une Manger, activité physique et puis reposez-vous. Reposez-vous. Le sommeil, très important aussi. sommeil Le réparateur, repos. voilà, Et puis, tout rentre dans l'ordre. tranquille. Mais si c'est dû à un problème, on va régler au Oui. Voilà. Ben, on est arrivé à la fin. Je sais qu'on voulait pas arrêter parce que ça finira pas. Une alimentation épicée, pimentée, est-ce un facteur de risque? Docteur Gaffard va vous répondre, c'est le gastro. Un facteur de risque d'hypertension artérielle? Non. Très épicé. Pardon? Si les Béninois mangent très épicé. Oui, oui. Donc, ça ne donne pas d'hypertension artérielle, les épices et piments. Donc, voilà. Un dernier mot, Marina. Occupez-vous de votre cœur dès l'enfance. C'est le mot clé, le mot à partager autour de vous, à partager à vos parents, à vos frères et sœurs, à vos neveux, à vos nièces, à vos cousins, à vos cousines. Je pense que c'est le mot en fait. Il faut prendre soin de soi. Comme je dis souvent, l'enveloppe corporelle, là, c'est ça qui est censé nous emmener à 100 ans, quand on aura les petits-enfants, quand on aura de la grande maison, quand on aura tout ça. Donc, il faut s'en occuper dès maintenant. Il ne faut pas lui permettre d'avoir des petites maladies par-ci, par-là. Et ça, c'est prendre soin de soi. En fait, toutes ces mesures hygiéno-diététiques, améliorer son mode de vie, son style de vie, Oui. c'est prendre soin de soi. Donc, Vous prenez soin avez de tout. votre cœur. Voilà, vous avez tout pour prendre soin de votre cœur. Il n'est jamais trop tard. Merci, Marina. En tout cas, ce fut un plaisir. On ne voulait pas arrêter ce live, hein. Journée mondiale du cœur, je pense qu'on a beaucoup appris avec toi ce soir. Merci beaucoup. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis, Sonia, Barbara, Yann, Papa. Merci à tous les partages, tout. Je ne pouvais pas tout partager, mais vraiment merci, vous êtes les meilleurs. Merci Ouais. beaucoup. Aïssa, Merveille, je pense, Cédric. Merci à tous et très bonne soirée. Il y a une question. À quand un live sur les Mickey? Mais les Mickey, peut-être dans 2 mois. Dans 2 mois pour les Mickey, parce qu'il y a d'autres thèmes qu'on va aborder les prochaines semaines. Alors, Marina, ben, ce sera un plaisir de te recevoir une prochaine fois. Donc, tu es la bienvenue. Beaucoup. Allez, bonne soirée à tous et à tout le monde et merci encore. Merci. Bonne soirée. Ciao. À bientôt. Bye.